Hello, hello Tom, comment tu vas? Hello Louis, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, super, ça va super. Merci beaucoup d'intervenir sur ce podcast. C'est cool, c'est sympa de ta part. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, notamment d'IA, d'automatisation, comment automatiser à 100% un business avec l'IA du coup. Et ensuite, tu nous donneras full valeur sur la pub avec ta grosse expérience depuis maintenant pas mal d'années là-dedans. Déjà, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que du coup tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu as fait dans ton parcours d'entrepreneur, voilà, un peu ton background, que les gens en sachent un petit peu plus sur toi. Merci de m'avoir invité Louis. Alors vite fait, je m'appelle Tom Xavier, je suis entrepreneur depuis 2014, même un petit peu avant si on regarde les choses que je faisais quand j'étais adolescent. Je construisais des ordinateurs et je les vendais à des clients qui ne savaient pas le faire. Donc on va dire que j'avais déjà un peu l'esprit entrepreneurial. Et donc en 2014, j'ai démarré une agence de construction de tunnels de vente. Et depuis ce moment-là, je suis devenu un passionné des tunnels de vente, marketing, copywriting, tout ce qui va avec, la pub. Donc je suis parti à fond là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette agence, je faisais pas mal de tunnels de vente pour des Américains, par exemple, et ils étaient vachement en avance sur nous. Et ils faisaient des tunnels webinaires, des trucs, enfin les trucs qui sont super classiques aujourd'hui. Et ils faisaient vraiment des thunes incroyables. Des thunes incroyables. Et je me disais, mais moi, le mec qui fait le tunnel, j'ai pas les poches pleines comme eux. Donc, qu'est-ce faudrait que je fasse pour avoir les poches pleines? Et je me suis dit, il faut que j'ai mon propre tunnel comme moi je suis en train de le refaire. Donc, c'est là que j'ai démarré mon propre tunnel en 2016. Et c'est là que j'ai pu commencer à m'en mettre plein les poches. Mais voilà, le tunnel, au final, c'est qu'une façon de partager de la valeur à un maximum de personnes en même temps sans, sans pouvoir se dédoubler, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est qu'une seule personne et on veut aider des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et grâce au tunnel de vente, au webinaire, tout ça, on a la chance de pouvoir le faire. Ok, super, top, top. Ouais, donc ton déclic, ça a été en fait de voir quand les gens, pour ceux à qui tu faisais des tunnels, bah eux, ils s'en mettaient plein les poches. Alors qu'en fait, bah, effectivement, il y a d'autres choses à prendre en compte, mais c'est vrai que la partie tunnel et ads, c'est quand même le plus important. Après, effectivement, il y a ta manière de présenter, etc. Mais à partir du moment où tu as un bon tunnel, tu sais faire des bons tunnels, donc forcément du bon copywriting, et qu'en plus tu sais lancer des ads, généralement, ça fait plutôt un bon mélange. Donc, ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. En plus, j'imagine que donc c'était il y a 7 ans maintenant, 2016, si je me trompe pas. Tu avais quand même beaucoup moins de concurrence que, que t'as aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, selon toi, c'était beaucoup plus facile, du coup, aussi en 2016 par rapport à aujourd'hui ou pas? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je me rappelle sur Facebook des CPM, enfin des coûts par 1000 impressions de moins de 2 euros. Et j'étais vraiment le seul mec en France à faire un tunnel webinaire. Enfin, parce que j'ai Hmm. vraiment importé, quand c'était le feu aux États-Unis, boum, j'ai importé ça en 2016 directement en francophonie. Du coup, les gens connaissaient pas du tout, il y avait pas cette idée de oh, un webinaire, j'ai déjà vu. Et Hmm. du coup, ça fonctionnait, ça cartonnait de fou direct pour moi, quoi. Là, il n'y a pas Ok. de. Effectivement, parce que j'étais vraiment sur le nouveau truc. Donc, c'est clair, c'est toujours. Le succès, c'est toujours. Enfin, la chance, c'est toujours quand la préparation rencontre l'opportunité. J'étais prêt, et puis l'opportunité, elle était là, donc j'ai sauté dessus, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, de toute façon, je pense que enfin, dans une carrière d'entrepreneur, il y a tous plus ou moins une partie de chance, entre guillemets, à un moment. C'est pas la chance en restant assis sur ta chaise et boum, t'arrives et il y a 100 000 euros qui tombent sur ton compte. Mais c'est clair qu'il y a toujours une partie de chance où, bah, effectivement, toi, tu bosses t'as lancé ton agence, donc tu t'es déjà bougé le cul pour faire les choses. Et effectivement, tu as vu une opportunité et tu l'as mise à profit, on va dire. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a toujours, entre guillemets, une mini part de chance. C'est comme ceux qui ont lancé leur projet NFT en premier et qui s'en ont mis plein les poches. Voilà, c'est effectivement le marché et ben toi tu t'es mis direct, enfin tu te mets direct dedans et du coup bah c'est là où ça peut faire aussi des gros sous. Donc ouais, il y a toujours une part de chance,
Mais ok, c'est cool. Et donc ok, aujourd'hui, du coup, bah ouais, t'es toujours dans les tunnels de vente, toujours dans la publicité, etc. Ça a pas bougé du coup depuis 2016. Tout à fait. Ben, je suis toujours, en fait, il y a toujours des. Enfin, il y a deux manières de vendre. Il y en a une que tu connais très bien, c'est vendre au téléphone. Dans t'es super fort dans ça. Et moi, je suis pas très fort, je suis pas très fort avec ça. Et c'est pas seulement le fait de pas être fort, c'est que j'aime pas ça du tout. Hmm. J'aime pas ça du tout. Et il y a une deuxième manière de vendre, c'est par écrit ou bien par vidéo, quoi. Enfin, un truc qui est préparé à l'avance et il y a 1000 personnes qui peuvent le voir et tu auras un certain pourcentage de personnes qui achètent. Donc c'est moins efficient, c'est moins efficace qu'un appel de vente. Mais un appel de vente, tu n'es qu'une seule personne, tu peux pas parler qu'à une seule personne en même temps. Donc il y a potentiellement qu'une seule vente à aller attraper et c'est limité par ton temps. Mhm. Donc moi j'ai toujours été bien. Enfin, j'ai trouvé l'histoire du système de vente, c'est-à-dire une vidéo qui vend à ma place fonctionne mieux pour moi, quoi. Mhm. C'est un truc qui va avec ma personnalité et tout comme la vente par téléphone, probablement va bien avec ta personnalité. Yes, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en fait, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, c'est que le closing, la vente au téléphone, je pense que ça demande moins de skills. C'est-à-dire que c'est plus simple. Tu sais que si tu te formes plus ou moins bien, ben, globalement, tu vas gagner de l'argent, tu vois. Parce que t'as pas à investir, comme, effectivement, comme toi, quand tu investis en publicité, bah, des fois, tu lances des pubs, elles sont pas rentables. La majorité des personnes qui se lancent et qui savent pas faire du tunnel de vente, en plus aujourd'hui, bah, avec la concurrence, etc., je pense que bah, la majorité, forcément au début, tu perds de l'argent, etc. Ce qu'il y a de bien avec le closing, c'est que tu sais que tu peux pas perdre d'argent. Parce que de toute façon, si tu vends pas, bah, t'as pas payé en fait. C'est l'infopreneur pour qui tu closes ou quoi que ce soit qui paye le lead. Donc en fait, au pire, si tu vends pas, tu gagnes pas. Par contre, quand tu vends, bah, c'est 100% du bénéfice, c'est dans ta poche. Donc je pense que c'est bien effectivement c'est-à-dire pour les gens, bah, ouais, comme moi, tu vois, bah, par exemple, gérer des ads et tout, j'ai essayé, j'en ai déjà fait et tout, mais c'est pas mon truc, c'est clair. Mais c'est vrai que le closing, ça pose ce problème-là, c'est que tu es quand même assez capé à un moment en termes de chiffres que tu peux faire, tu vois. C'est difficile d'aller chercher plus que 10, 15 000 euros par mois, d'aller chercher au-delà. Je parle uniquement si tu closes. Je parle pas si tu as une agence de closer ou quoi que ce soit, là c'est encore autre chose. Ça, pour moi, c'est un autre business lié autour du closing, mais c'est pas la même chose. Mais pour moi, en tant que juste closer, c'est clair que bah, t'as un plafond de verre qui est quand même assez haut. 10-15 000 par mois, c'est quand même déjà pas mal. Donc pour ceux qui veulent se lancer ou quoi, qui veulent sortir du salariat ou quoi que ce soit, bah, clairement, même si tu fais ne serait-ce que 5-6 000, c'est déjà beaucoup plus que bah, 90% des gens. Donc c'est déjà bien. Mais effectivement, ouais, tu as quand même un plafond de verre qui est beaucoup plus bas. Alors que là, avec un tunnel de vente ou quoi, tu as des gens qui font des millions d'euros tous les mois. Et forcément, bah, là, tu décuples beaucoup plus facilement en fait, ta personne, puisque, bah, comme je dis, plus tu investis de budget, plus tu vas toucher de monde, plus tu as de gens qui vont acheter. Et si derrière tu as un bon système, et ben, tu peux vraiment aller chercher des gros gros chiffres comme ça. Donc ouais, c'est clair, les deux systèmes pour moi sont complètement différents et du coup se complètent aussi forcément, puisque bah, les gens comme toi ont besoin après de closer aussi pour closer, et les closers ont besoin de gens comme toi qui font des publicités, du tunnel de vente et qui ont des offres à vendre derrière. Donc les deux se rejoignent et se complètent, donc c'est cool. Ok, bah écoute, en tout cas, merci pour ta présentation. On y voit quand même un petit peu plus clair. Donc, les sujets d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est donc l'IA, euh, l'automatisation et la publicité. Déjà, premièrement, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les IA en général? Est-ce que tu utilises uniquement ChatGPT ou tu en utilises encore plein d'autres? Et voilà, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça va révolutionner la vie en général, le business? Voilà. Dis-nous tout ce que tu as à nous dire et puis après on échangera aussi un peu plus en précision par rapport à ça. Ok. La fameuse IA. Ouais, alors je pense que c'est à la fois très excitant et à la fois très flippant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de où on va en être
même que dans 2-3 ans, quoi. Enfin, la vitesse à laquelle ça va, ça pourrait rapidement partir en cacahuète. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Enfin, tous les films de science-fiction où les ordinateurs commencent à contrôler les humains, bah, on ne sait pas si on pourra arriver sur des trucs comme ça. Il y a une petite chance, même s'il n'y a que 10% de chance, eh ben, c'est déjà trop, parce que on est dans la merde. Voilà. Et de l'autre côté, bah, ouais, il y a tous les aspects bénéfiques. Effectivement, moi, j'utilise maintenant OpenAI dans mon business tous les jours. Ça a remplacé des petites tâches, des petits freelancers que j'utilisais avant, qui prenaient 3 jours pour faire une traduction ou quelque chose. Maintenant, ChatGPT me fait une traduction en quelques secondes. Donc effectivement, ça me permet d'être plus efficace, ça me permet d'avancer plus vite, ça me permet de faire des économies, ça permet plein de choses. Et je pense que dans quelques mois ou dans pas si longtemps, en fait, ça augmente vraiment la concurrence dans plein de domaines. Parce que même, par exemple, moi en tant que producteur de contenu, ou toi aussi en tant que producteur de contenu sur YouTube ou quoi, maintenant on est en train de parler, on se voit, toi et moi et tout, il y a notre voix, il y a notre visage et tout ça. Dans un an, personne pourra dire la différence entre est-ce qu'on l'a fait réellement, est-ce que cet événement a eu lieu, ou est-ce que c'est l'IA qui a créé nos visages, nos voix à partir d'une transcription qu'on a choisie, ou bien d'une transcription que l'IA a écrite elle-même. Parce qu'en fait, maintenant, on peut déjà cloner notre voix. Ça fonctionne beaucoup mieux en anglais qu'en français. On peut déjà faire bouger notre visage en fonction d'une voix artificielle. Enfin, il y a déjà tout qui est possible, mais tout est à un stage très brouillon. Et donc, du coup, c'est pas très crédible. Sauf que si on en est arrivé là, ça veut dire que dans une certaine période de temps, on va arriver sur un truc que tu peux pas différencier de la réalité, en fait. Et c'est là que tu dis à tous les producteurs de contenu, si toi tu fais encore toi-même tes vidéos, comment est-ce que tu vas concurrencer quelqu'un qui peut lancer 20 vidéos qui ont l'air d'être lui par jour, faites par l'IA. T'es obligé d'utiliser l'IA, quoi. Enfin voilà, si tu dors, if you snooze, you lose. Si tu fais le boomer, tu vas être dépassé, quoi. Dans un an, c'est fini. C'est ça mon avis sur l'IA. Ok, je vois, effectivement, c'est intéressant. Ouais, tu me parlais de ça aussi, justement, parce que du coup, là, on est actuellement, toi, tu vis à Barcelone et moi, je suis là pour l'instant pour 3 mois. On en parlait effectivement la dernière fois quand on s'est vu. Tu me disais, en fait, maintenant, ChatGPT, tu l'utilises même, tu n'utilises plus Google. D'ailleurs, quand tu as une question à poser, tu utilises ChatGPT, c'est fou parce que, tu vois, moi, c'est pareil. Je cherchais à faire du basket sur Barcelone. Et du coup, en fait, sur Google, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a trouvé des applications directement où tu peux réserver des cours, des machins, etc. Genre jouer avec des gens. Et en fait, tu te dis, putain, mais c'est fou, quoi. En fait, même Google aujourd'hui, limite, est dépassé en fait par ce que peut proposer l'IA. Donc c'est vrai qu'on arrive à un certain stade où c'est assez fou. Mais je me dis, est-ce que ça va être du coup. Je ne m'y connais pas trop dans ce milieu-là, mais je sais que par exemple, quand tu achètes un NFT, par exemple, il est vérifié en fait. C'est-à-dire que tu sais que c'est un vrai, entre guillemets. Encore une fois, je ne connais pas trop dans ce milieu-là, toi tu sais que tu t'y connais un petit peu plus, mais en gros, tu sais que quand tu achètes un NFT, tu sais que c'est un vrai, tu sais que machin, etc. Est-ce que du coup, il va y avoir ce même truc avec justement les IA, comme tu dis, parce que c'est impossible de concurrencer quelqu'un. C'est clair que tu peux uploader 20 vidéos sur TikTok par jour grâce aux IA et les gens ne savent pas que c'est pas toi. Est-ce que du coup, il va y avoir, je sais pas, une pastille ou un truc qui va être réglementé? Est-ce que tu vas être obligé d'afficher quand c'est une IA? Est-ce que tu penses justement que tout ça, ça va être réglementé ou pas en fait? C'est intéressant, c'est une bonne question. Je pense que c'est comme Bitcoin, les gouvernements vont essayer, mais vu que regarde l'âge des gens qui gouvernent, c'est des méga boomers, ils y comprennent rien, et du coup, là, c'est un moment où il faut agir très rapidement, parce que ça avance très rapidement,
Donc ils vont pas, enfin, ils vont pas réussir à agir assez rapidement, quoi. Et du coup, en fait, les NFT, tu as raison, c'est par exemple, c'est l'auteur d'une collection de NFT, de 10 000 NFT, c'est lui qui sort le contrat, qui certifie, ok, ça c'est les 10 000 NFT de notre collection à nous. Mhm. Et donc c'est le créateur qui dit c'est à moi. Et donc si tu produis un contenu TikTok, tu peux le certifier, dire c'est moi qui l'ai créé. Alors que peut-être que c'est l'IA, donc c'est le créateur qui dit c'est moi le créateur. Et du coup, voilà, donc il faudrait qu'il y ait une certification qui vienne de je sais pas quoi, de peut-être du gouvernement ou quelque chose. Mais comment le gouvernement va savoir si tu as utilisé l'intelligence artificielle ou pas? Il faudrait qu'ils mettent la main sur toutes les entreprises d'intelligence artificielle et qu'ils les obligent à implémenter quelque chose dans le logiciel pour que le gouvernement soit mis dans le truc. Enfin, je sais pas trop comment justement, je sais pas trop comment ça va évoluer. Il y a vraiment plein d'inconnus de ce qui va se passer en fait. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi. Déjà, je vois pas comment ils peuvent gérer. Après, c'est pas mon métier non plus de réfléchir à ça, donc on n'a peut-être pas effectivement les solutions comme ça. Mais Ouais. comme tu disais, avec Bitcoin, ils essayent, etc., de contrôler. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va avoir peut-être 2, 3 ans, 5 ans avant que justement ils arrivent à réellement contrôler ça en fait. Il va se passer plusieurs années, je pense. Je pense pas que voilà, à un moment, hop là, les IA vont être à leur prime, boum, et là, le gouvernement va directement trouver la solution, l'implémenter. Quand on voit déjà rien que les problèmes qu'il y a en France, où il n'y a pas de solution, il n'y a rien, et tout est, enfin, il laisse couler, tu vois. Je me dis que ouais, on a peut-être 3, 4, 5 ans devant nous avant que, avant qu'il y ait vraiment quelque Après, chose qui se certifie. on pourrait demander à l'intelligence artificielle la réponse. On peut lui poser la question. Est-ce que Effectivement. tu peux nous aider à faire en sorte qu'on puisse faire la différence entre ton contenu et celui d'un humain et voir ce que C'est l'intelligence vrai. artificielle répond. Ouais. C'est vrai, on pourrait. Mais n'empêche, c'est fou de se dire, enfin, je sais pas, est-ce que toi, tu étais au courant aussi de l'intelligence artificielle? Il y a de ça même pas un an, tu vois. Je parlais de ChatGPT sorti à combien de temps, mais il me semble il y a quelques mois, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, je sais pas exactement dire. Mais est-ce que il y a ne serait-ce qu'un an, est-ce que toi, tu étais informé sur ces choses-là, que ces possibilités-là? Moi non, et j'ai l'impression que depuis que ChatGPT est sorti, donc il y a 6 mois peut-être à peu près, je dirais, euh, il y a eu vraiment un boom, ou en tout cas j'ai été informé de tellement de choses, comme tu me disais quand on s'est vu, euh, tu peux euh, mettre ta voix, et comme tu l'as dit dans le podcast, tu peux mettre ta voix, enfin, enregistrer ta voix et que il y ait un holographique en fait de toi qui fasse une vidéo à ta place. Donc comme tu dis, ça marche beaucoup mieux effectivement en anglais qu'en français pour l'instant, et c'est assez brouillon, mais on va y arriver de toute façon. Enfin, c'est un truc qui va sortir et qui va être vraiment performant peut-être d'ici quelques mois, une année ou quoi. Donc c'est fou et j'ai l'impression que est-ce que c'était déjà dans les clous il y a de ça 1 an, 2 ans, c'était déjà en préparation et là tout est en train de voir le jour? Ou est-ce que depuis que ChatGPT est sorti, en fait il y a toute une industrie entre guillemets qui s'est créée et tout un tas de trucs qui sont en train de sortir. Ok. Je sais enfin, moi j'ai fait des études d'informaticien, donc je sais qu'on parlait déjà de machine learning quand j'étudiais. Donc machine learning, c'est vraiment une machine qui apprend de tes actions d'humain pour essayer de répliquer quelque chose. Mais ça n'avait jamais atteint un certain niveau de maturité. Ça a toujours été un peu un rêve. Ouais, un jour, il y a une machine qui aura tellement appris qu'on pourra plus distinguer que si c'est une machine ou si c'est un humain. Et Mhm. effectivement, c'est sorti d'un coup, mais ça bossait dessus depuis, je sais pas, depuis 2005, 2010, enfin, ça Mhm. fait tellement longtemps. Et on a aussi atteint une puissance de calcul sur les processeurs et tout, qui permet à une machine d'apprendre à cette vitesse. Parce que, par exemple, il y a GPT-4 qui est sorti, je sais pas exactement combien de semaines, combien de mois après GPT-3, et ça a été le temps qu'il a fallu à OpenAI pour apprendre. Il y a vraiment un processus Ok. d'apprentissage de la machine qui apprend, et ça utilise une tonne de ressources
de processing, quoi. Enfin, et on n'avait pas ces ressources-là avant qui permettent à la machine d'apprendre. Donc effectivement, mais c'est vrai que c'est arrivé d'un coup, et puis l'histoire de... Maintenant, il y a tout le monde qui parle de ça, enfin, Ouais. il y a toute l'industrie, tout le marketing. Si tu veux vendre un truc, tu dis intelligence artificielle, achète, et ça vend, donc ça va durer quelques mois aussi. Mais c'était en préparation depuis très très longtemps quand même. Ouais. Ok, ok, ça marche. Ouais, c'est vrai le machine learning, etc. Mais en plus de ça, je me dis que, en fait, j'imagine que plus du coup la machine, comme tu dis GPT-3, il a fallu quelques mois pour sortir GPT-4, le temps qu'ils apprennent, enfin que la machine entre guillemets apprenne. Et du coup, j'imagine que plus elle apprend, plus derrière elle va être en capacité d'apprendre encore rapidement. Et en fait, ça va de plus en plus vite, j'imagine du coup, parce que plus elle est intelligente, plus elle est en capacité d'apprendre, plus en plus elle a d'informations, donc plus elle peut les connecter entre elles, plus elle grandit vite en fait au fur et à mesure du temps, non? Tout à fait, tout à fait. Et si tu fais une comparaison avec, par exemple, les jeux vidéo, je sais pas si tu as vu des images du moteur, comment il s'appelle, Unreal Engine 5. Euh, Ça te dit quelque chose? Ok. C'est enfin, c'est un moteur de rendu de jeu où ils ont réussi à créer des décors, par exemple une gare ou quoi, dans le jeu vidéo où ça a vraiment l'air d'être la réalité. Enfin, c'est dur de dire est-ce que c'est quelqu'un Ok, qui a enregistré avec un j'ai vu. iPhone ou bien est-ce que c'est le jeu Si, vidéo. si, j'ai vu passer sur Facebook quand je scroll. Je me suis pas attardé, mais maintenant que tu le dis, genre, ouais, ça en fait, c'est pas une vraie image, c'est un jeu vidéo, etc. Et t'as une vidéo, machin. Ouais, ok, ouais, si, j'ai vu Voilà, passer. Enfin, j'avais pas voilà. le nom en tête, mais Et du ok, coup, je vois. on est en 2023 et il y a 40 ans, donc en 1983, je crois à peu près, il y avait, le premier jeu vidéo, c'était deux barres blanches avec une balle blanche, enfin un Ouais, ping-pong quoi, et tu te renvoies la balle en bougeant la barre comme ça. ouais. Et donc là, tu sais que c'est pas la réalité, tu vois que c'est un jeu. Et donc en seulement 40 ans, alors qu'on a des milliers d'années d'évolution des dinosaures, la race humaine, enfin, ça fait des milliers d'années qu'on est en vie. Et en seulement 40 ans, il y a un truc qui a évolué pour quasiment, on peut plus distinguer si c'est la réalité ou un jeu vidéo. Hmm. Donc imagine sur les 40 prochaines années. Enfin, même si Ouais, on ralentit un max, c'est... ouais, c'est clair. Enfin, tu sais que dans les 40 prochaines années, il y a des trucs de fous qui vont arriver, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc C'est effectivement, sûr, c'est sûr. ça va trop vite, quoi. Trop vite. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour revenir sur ce que tu disais sur, en plus, en ce moment, dès que tu parles d'IA, ça vend. C'est si vrai parce que j'ai vu, je sais pas si t'as vu, j'en ai fait un TikTok d'ailleurs il y a quelques mois, Yomi et Oussama qui ont sorti un nouveau programme où ils expliquent comment créer un business avec l'IA, etc. Je sais pas si t'as vu, enfin, Mhm. t'as vu passer un peu où ils avaient fait une conférence, etc. J'ai vu, Ouais, ouais, ils sont pas les seuls. J'ai vu d'autres infopreneurs. Hier, j'en ai vu encore qui ouais, vont faire des clairement. TikTok avec l'IA, tout ça. Ouais. Clairement. Et mec, dis-toi qu'il quand même, il y avait, je crois qu'ils étaient plus de 70 000 live pendant la conférence. Déjà, c'est un score énorme. Bravo à eux, entre guillemets. Mais en fait, la formation qu'ils proposent, c'est ni plus ni moins que enfin, tout ce qui est déjà sur le marché, e-commerce, une création d'agence, etc. Mais le fait d'avoir marketé l'IA, genre en mode, ouais, vous allez faire ces business-là, mais avec l'IA, genre, comme si ça allait enfin, tu sais, révolutionner le truc. Et genre, en soi, il y a forcément énormément de personnes qui ont acheté cette formation en pensant que genre l'IA allait révolutionner en soi ce business-là. Moi, je pense pas non plus que, à l'heure actuelle en tout cas, ça change tout. C'est un avantage, comme tu dis, ça évite de payer des freelances, c'est un gain de temps, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas révolutionné vraiment le monde du business en ligne ou quoi que ce soit. Alors, autre que le business en ligne, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses toi dans ce milieu-là. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est clair que c'est un avantage de ouf, c'est très bien, c'est un gain de temps, etc. Mais c'est pas genre, pour le moment en tout cas, un truc révolutionnaire de ouf, ouf. C'est quoi ton avis toi par rapport à ça? Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça fait bien vendre parce qu'il y a vraiment cet aspect.
waouh, nouveauté du siècle. Hein. Mais par exemple, en e-commerce, ils vont te dire, bah voilà, t'as plus besoin d'écrire tes descriptions de produits, dis à ChatGPT d'écrire tes descriptions de produits. Le problème, c'est qu'il y a 2000 gus qui créent la boutique et disent à ChatGPT, fais-moi mes descriptions de produits. Et il y a 2000 boutiques avec quasiment les mêmes descriptions de produits. Donc c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, il y a tout un aspect d'innovation que si tu utilises ChatGPT pour essayer d'innover, t'es pas encore arrivé, quoi. Enfin, c'est pas ChatGPT, c'est vraiment, ça a pris que du mainstream, enfin de ce que tu vois partout. Et donc, quand tu veux faire le 1% qui est différent, c'est pas ChatGPT qui va t'aider à faire un truc nouveau, innovant, enfin pour l'instant en tout cas. Ouais. Ouais, pas pour l'instant. Je sais pas si un jour, tu vois, les IA seront capables de le faire. Je sais pas. Tu vois, d'avoir cette conscience-là à tel point de pouvoir innover, etc., etc. Je sais pas. Je pense que je doute encore de ça. ouais, moi j'ai l'impression que non. Enfin, tout comme je sais pas, le parallèle qui me vient, c'est l'écart entre les riches et les pauvres. Mhm. Il y aura toujours beaucoup de pauvres, beaucoup de riches, et puis il y aura toujours cette courbe comme ça. Et même si tu redistribues l'argent des riches aux pauvres, genre on recommence tout, on dit bon, les riches, donnez tout votre argent aux pauvres. Dans 10 ans, les mêmes riches sont de nouveau riches et les pauvres sont de nouveau pauvres. Mhm. Je pense pas que ChatGPT puisse faire des miracles parce que si tout le monde innovait, bah, il n'y a plus d'innovation. Si 100% des gens innovent, bah, c'est plus d'innovation, c'est juste ce que tout le monde fait. Donc c'est pour ça que c'est pas possible à mon avis. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi et la métaphore est très bonne. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, forcément, si tout le monde l'utilise pour innover, bah derrière, t'es forcément limité. Il peut pas innover des milliards de fois. Donc ouais. Ok, 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 C'est ça. c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ben, on va passer maintenant un petit peu au sujet de l'automatisation. On a pas mal parlé d'IA, etc. Euh, Toi, comme tu me disais, t'es un feignant. T'aimes bien automatiser les choses et que des choses coulent de source et plus qu'avoir à checker, gérer, etc. Comment tu automatises les choses dans ton business? Voilà. Explique-nous un petit peu du coup comment tu automatises tout ça et voilà, comment tu gères en fait l'automatisation dans ton activité. Ok. Bah écoute, ouais, bah, depuis le début, pour moi, ça a été un peu une évidence, l'automatisation. Encore une fois, mon background d'informatique et de programmation, voilà, j'aime bien dire à la machine quoi faire. Euh, mais c'est surtout, comme je te disais, par rapport à la vente, je me suis dit, voilà, si je peux passer ma journée au téléphone ou bien automatiser la vente. Comment j'automatise la vente? En faisant en sorte que mon discours de vente complet soit vu par le plus grand nombre de personnes par jour. Et ça devient l'objectif en fait. Ça devient l'objectif principal du business, c'est que le plus grand nombre de personnes qualifiées voient le discours de vente chaque jour. Donc comment j'optimise la machine? Comment je fais en sorte que la livraison du produit soit automatique? Donc le produit est créé une fois et ensuite il est réutilisable à l'infini presque, parce que la valeur, la solution est dedans, donc la solution est livrée automatiquement au client. Et ensuite, ouais, enfin, après, bon, tu vois, t'as les autorépondeurs, le follow-up, comme on dit, enfin, le suivi, ceux qui n'ont pas acheté, on les relance, tout ça. Après, il y a quand même niveau pub, il y a quand même Facebook, enfin, ou comment on dit, les prestataires de pub qui font une grande partie du travail d'automatisation, dans le sens où c'est eux qui ont tout un algorithme pour aller chercher les gens qui sont le plus susceptibles d'être clients, et les gens qui ont déjà regardé des choses chez toi, ils vont automatiquement être ciblés pour devenir acheteurs. Donc ça, c'est une automatisation facile, on va dire, c'est-à-dire que c'est pas à toi directement de la mettre en place, elle est mise en place par l'algorithme de Facebook qui est intelligent. Mais à part ça, ouais, voilà, l'algorithme de Facebook, les autorépondeurs, la livraison du produit, l'automatisation de la vente.
par le biais de vidéos, tunnels de vente. Ouais, c'est ça, c'est vraiment mettre des outils en place à la place de mettre des employés. Parce que l'humain, ça reste quand même le plus dur à gérer. Donc si moi je veux mon temps libre, profiter de ma life, bah, j'ai pas forcément le temps de gérer des humains. Voilà. Plus il y a de complexité dans un business, moins le business est fun et moins il y a de temps libre, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, non, t'as raison. Et je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que gérer de l'humain, il n'y a rien de plus complexe. Bah, tu vois, euh, j'ai quand même recruté pas mal de commerciaux, j'ai formé pas mal de commerciaux, je les ai accompagnés au quotidien, etc. Et franchement, je trouve qu'il n'y a il y a rien qui prend plus de temps que de gérer de l'humain. Et il n'y a rien qui est aussi plus casse-tête, en fait, que, ouais, que gérer de l'humain, quoi. Gérer une ou deux personnes, etc., ça va. Mais quand tu dois gérer 10, 15, 20, 25, 30 personnes, ouais, là, ça commence à être compliqué. Et en fait, c'est hyper pesant parce que du coup, surtout quand c'est des gens avec qui tu travailles au quotidien. C'est-à-dire que bah, dès qu'il y a un problème, on vient vers toi, tu vois. Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a Et surtout, c'est que la plupart des réponses, les gens ils l'ont, mais ils sont feignants. Et comme il y a un supérieur, un gars qui gère, bah, ils vont te poser la question, quoi. Et ça, je l'ai remarqué, c'est un truc de fou. Tu gères de l'humain, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Tu peux pas gérer de l'humain et que ça soit un long fleuve tranquille, etc. Il y a toujours des problèmes, des prises de tête, etc. Et ouais, c'est clair que l'automatisation pour ça est cool. Et c'est pour ça aussi que là, ben, moi maintenant, je me suis aussi recentré pas mal dans juste closer parce que bah, c'est ma zone de génie. Je suis tout seul derrière mon téléphone et voilà. Et au moins, tu vois, personne entre guillemets me fait chier ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et ben, pareil, là, tu vois, pour les interviews, les vidéos, les coachings que je fais, etc., je suis tout seul, tu vois. Je fais tout seul. Après, j'ai un monteur, etc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai personne à gérer, à manager au quotidien. Et ça, franchement, c'est cool et Et ça fait puis vraiment la différence. en tant qu'entrepreneur, c'est déjà assez compliqué de se manager soi-même. Enfin, déjà structurer bien ta vie, faire tout comme il faut et tout. Donc si tu dois encore manager des gens, ouais. Et puis voilà, l'ordinateur, il se sépare jamais de sa copine, il part jamais en vacances, il part jamais en dépression. Enfin, 24 heures sur 24, l'ordinateur il travaille. Donc C'est ça. c'est vraiment rien à voir avec des humains. Je sais pas si t'as lu le livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Et lui, il expliquait vraiment comment mettre en place des systèmes. Et je crois il y avait plus de systèmes, hein. Il disait système humain, système informatique. Et puis après, il y a d'autres systèmes, je ne me rappelle plus lesquels sont, mais vraiment, système humain, c'est le pire. Et système informatique, c'est le meilleur pour le business, quoi. C'est le meilleur. Donc ça, Ouais. y a pas trop de doute. Ouais. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Tu vois, j'investis pas mal en Airbnb en ce moment. Donc j'ai des apparts que je mets en location, etc. Airbnb. Et du coup, bah, j'avais pas mal de gens dans mon entourage, tu vois, qui, quand ils ont vu les résultats que ça donnait, tu sais, qui posent des questions, bah, comment tu fais, machin, etc. Et j'ai pas mal de réseaux sur Lyon, etc. Et tu vois, il y a quelques jours, je me disais, putain, mais si je lance une conciergerie, tu vois, c'est-à-dire, genre, je pourrais facilement avoir tout de suite peut-être 10, 15, 20 apparts dans la conciergerie, etc. Je me dis, je sais pas, peut-être que c'est un business, tu vois, qui pourrait bien marcher, qui pourrait cracher du cash, etc. Donc, je me suis un petit peu renseigné et tout ça, j'ai appelé un gars que je connais qui a une conciergerie, etc. Et il m'a dit, en fait, tu vois, c'est les doutes, les craintes que j'ai, parce que je sais que moi, tu vois, dans ce que je fais, en Airbnb, tout est automatisé. Mais tout est automatisé, tu vois, forcément, bah, parce que j'ai pour l'instant deux appartes, euh, tout est automatique, j'y passe quasiment aucun temps. Mais quand tu as une conciergerie, forcément, tu prends qu'un pourcentage du chiffre d'affaires, et en plus de ça, tu crées pas de patrimoine, puisque bah, l'appartement n'est pas à toi. Donc en fait, dans 20 ans, quand, t'auras fini de payer le crédit, quand le propriétaire aura fini de payer le crédit, toi, tu toucheras rien. Alors que quand tu l'achètes toi-même, bah, forcément, tu achètes un appart à 200K, bah, voilà, demain tu le revends, tu prends 200K, c'est le locataire qui a payé le crédit avec les loyers, enfin avec le Airbnb,
Et en plus de ça, tous les mois, bah, je fais 800 euros de cash flow en plus. Donc c'est-à-dire pendant 20 ans, j'ai pris 800 balles tous les mois avec mon appart. Et en plus, à la fin, j'ai un appart qui coûte peut-être 150 000 balles que je peux revendre et j'ai 150K dans la poche, entre guillemets. Donc ça, c'est cool et ça permet vraiment de faire des gros leviers. Mais par contre, bah, du coup, quand tu fais une conciergerie, non. Euh, et en fait, il m'a dit, tu vois, genre, mec, quand tu commences à gérer ne serait-ce que 20 apparts, tu vois, déjà, ça rapporte pas tant de bénéfices que ça, en vrai. Euh, et c'est-à-dire que tu veux faire vraiment beaucoup de sous, bah, faut peut-être gérer 50, 60, 80 apparts. Mais du coup, bah, tu multiplies ça par le nombre de femmes de ménage du coup que tu dois avoir, par le nombre de problèmes avec les voyageurs que tu vas avoir. Du coup, ben, si tu veux pas tout gérer toi-même, parce que c'est insupportable et horrible, il faut avoir des gens. Dès qu'il y a un problème du coup dans un appart comme tu la conciergerie, bah, si c'est pas toi qui le gère, c'est le propriétaire qui va le gérer. Mais du coup, comme c'est de la courte durée, bah, c'est pas le locataire qui est en place qui gère. Quand tu loues un bail classique, bah, s'il y a un problème, un évier bouché ou quoi, ton locataire qui gère. Là, en courte durée, le locataire il vient, l'appart doit être nickel. Donc s'il y a un problème, c'est soit tu fais intervenir un professionnel, soit tu y vas toi-même. Si le propriétaire il a pas envie d'y aller toi-même et que bah, toi tu y vas pas toi-même, bah, tu dois payer quelqu'un. Donc ça veut dire que le gars, bah, en fait, il se rend compte peut-être que ah, ouais, mais avec les frais que me prennent la conciergerie, plus les problèmes, bah, tu perds des contrats. Du coup, il faut toujours avoir des nouveaux apparts, etc. Il faut gérer de l'humain, plein de femmes de ménage, il faut gérer tous les propriétaires, etc. Alors, bref, au final, c'est une complexité humaine sans fin pour en fait pas grand chose à la fin. Donc bah, je me suis dit, Et bah, non. si tu te fais bannir de Airbnb, ton business, d'un jour à l'autre, Ouais, c'est clair. quasiment il disparaît, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, bah, du coup, avec la conciergerie, t'as quand même un peu moins de. T'as moins de problèmes parce que c'est pas ton appartement, mais ouais, du coup, tu prends plus le pourcentage que tu prenais sur le bien. Donc, ouais, ouais, c'est clair que c'est, c'est un enfer, quoi. Enfin, t'as et quand t'as trop d'humains. Mais je pense que c'est surtout nous, en venant du web, en fait, tu vois, des business en ligne, on n'a pas envie de se faire chier en fait en plus avec les humains. Et je pense que à contrario, les gens qui sont peut-être un peu plus âgés que nous ou qui connaissent pas l'ère justement du business en ligne, c'est peut-être bah, quelque chose qui pour eux est classique en fait. Mais moi, avoir une boîte pour avoir des salariés, des machins, des gens qui travaillent avec nous, plein de prestataires pour au final gagner 3-4 000 euros à la fin du mois, alors, perso, ça m'intéresse pas du tout quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Mais ouais, l'humain Ouais, c'est c'est. ça. On est entre guillemets, une nouvelle génération. Enfin, on n'est pas exactement la même génération, toi et moi, mais quand même, enfin, les anciens, on va dire, ils ont cette mentalité, faut travailler dur et faire du bon boulot, et après, tu mérites ton argent. Mais l'histoire de tout est facile comme ça, enfin, il n'y a que nous, entre guillemets, qu'on s'est rendu compte qu'il y a des trucs vraiment, vraiment faciles. Et donc, du coup, dès qu'on voit les trucs que d'autres peuvent faire, et on se dit, mais c'est vachement plus compliqué que ce que je fais, pourquoi je me ferais chier, ouais, c'est ça. C'est clair. On est un Et peu. en plus, c'est Ouais, pas forcément plus rentable. effectivement, c'est kiff-kiff, mais avec plus de boulot. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, si aujourd'hui, là, tu devais repartir genre de zéro, t'as plus ton business, t'as plus rien, etc. Comment est-ce que tu créerais, avec le sujet un petit peu... je dis pas forcément que tu partirais là-dessus, mais si tu devais créer un business 100% entre guillemets avec les IA et 100% automatisé, qu'est-ce que tu ferais? Et comment tu le ferais? 100% IA, 100% automatisé. Quasiment, on va dire. Ouais, c'est ça, j'ai encore des doutes sur que l'IA peut te faire une bonne vidéo de vente, parce que si c'est le cas, tout le monde aura une bonne vidéo de vente. Euh, donc il y a cette partie-là sur la vente, l'IA, je ne sais pas si l'IA peut m'aider sur la vente. Du coup, il y aura cette partie-là qu'il faudrait que je fasse. Mais sinon, voilà, comme je t'ai dit, la production de contenu, euh, pour essayer d'innover plus ou moins sur les contenus, je vais dire à l'IA de me produire du contenu controversé ou avec un angle qui est pas commun, ou de me dire l'opposé des conseils que la plupart des gens disent. Comme ça, l'IA me sort des trucs un peu innovants, on va dire, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ça me permet de faire des contenus originaux comme ça. Euh, mais
Ouais, c'est intéressant comme question. 100% automatisé, 100% IA. Forcément dans la production de contenu. Parce qu'il y a un moment, quand tu produis du contenu en masse, il y a un moment ou un autre où tu auras une certaine masse critique. Et même si tu as une offre pourrie, un système de vente pourri, si tu as assez de gens, tu vas vendre. Donc c'est comme la baraque à frites sur un lieu touristique. Les frites sont dégueulasses, mais il y a tellement de touristes et personne connaît la baraque à frites parce qu'ils arrivent, il y en a des nouveaux tous les jours. Le mec va vendre ses frites dégueulasses, simplement parce qu'il y a énormément de trafic. Donc c'est pareil, si tu produis du contenu, donc c'est plus ou moins intéressant que c'est sur la même thématique. Il y a un moment où tu atteins une masse critique et qu'importe si tu sais pas vendre, tu vas vendre, quoi. Donc je jouerais sur le volume, parce que c'est ça l'avantage de l'IA, c'est pouvoir faire énormément de volume en très peu de temps, avec très peu de travail. Donc je partirais sur un angle comme ça. Production massive de contenu. Okay. Ouais. Et du contenu du coup de toi ou pas? Parce que je crois que tu m'avais dit, si je me trompe pas, que tu avais créé un contenu 100%, enfin qui a été fait 100% par l'IA, donc c'était pas ta tête, etc. Et que tu l'avais posté du coup sur un compte TikTok et que ça avait bien marché. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ça? Qu'est-ce que tu as fait exactement et comment tu pourrais monétiser ça du coup? Ouais, les vidéos, ils ont fait entre 30 et 150 000 vues. C'est plus ou moins pas mal pour TikTok. Donc j'ai fait comme je t'ai dit, j'ai demandé des points de vue un peu controversés à ChatGPT. Et ensuite j'ai mis ça le script dans un autre outil qui s'appelle flick.ai. Et puis là, ça te permet de choisir des petits bouts de vidéo à mettre sur chaque phrase ou chaque paragraphe. Et tu as une voix artificielle qui te lit le truc en français. Tu peux choisir la vitesse. Donc j'ai augmenté un peu la vitesse. Un appel à l'action à la fin pour vendre un truc. Et puis voilà. Et c'est vrai que ça a fonctionné. Quand je fais mes vidéos, ça fonctionne 2, 3, 4 fois mieux quand c'est moi. Mais l'IA a parfaitement rempli le job. En tout cas, donc pas de souci de ce côté-là, quoi. Enfin, ça, pour quelqu'un qui veut pas montrer sa tête, il y a quelque chose à faire, hein, c'est sûr. Oui, c'est clair. Ouais, puis en plus, il y a ne pas montrer sa tête, peut-être des gens qui sont moins à l'aise à l'oral, etc. Donc qui vendent peut-être un peu moins bien. Donc ouais, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux prendre un texte sur ChatGPT, tu demandes un angle un peu controversé, tu vas dans une autre IA pour te faire une vidéo où c'est pas toi, c'est des images générées, etc. automatiquement par rapport à ce qui est dit. En plus, il y a une voix off que c'est pas toi qui fais, qui se met derrière et qui parle en français. Tu mets un appel à l'action à la fin, tu publies sur TikTok, et comme c'est un peu controversé, on sait que sur TikTok, ça fonctionne bien. Et donc du coup, tu as un lien dans la bio ou quoi, et derrière, tu peux vendre un programme sur X choses. Donc en fait, aujourd'hui, tu peux créer un business complètement de A à Z, sans avoir à te montrer, et en utilisant au final 100% l'IA. Et je pense qu'il y a même des choses que tu peux quasiment automatiser. Peut-être que tu peux, avec des extensions ou quoi, automatiser peut-être la publication sur TikTok. Je pense que ça doit être faisable. Sur Insta, etc. aussi. Donc au final, en fait, tu peux créer un business comme ça sans avoir à te montrer, en utilisant 100% l'IA et 100% quasi automatisé, quoi. Tout à fait. Alors je ne dirais pas forcément que c'est facile, mais en tout cas c'est simple. Et je pense qu'il y a deux barrières principales de pourquoi les gens ne le font pas ou essaient de le faire et continuent pas. Enfin, la première, c'est que la plupart des gens abandonnent quand ils ne voient pas des résultats immédiats. Vu qu'on est une génération maintenant où on veut tout de suite. Donc le mec, il va peut-être publier 15, 20, 25 vidéos, s'il est vaillant. Et après, il se dit, bon, ça marche pas, j'arrête. Et du coup, celui qui gagne, c'est celui qui abandonne jamais. Donc celui qui va gagner, c'est celui qui continue, mais la plupart des gens ne vont pas continuer. Et la deuxième barrière, c'est effectivement, vu qu'on demande du contenu controversé à ChatGPT, tu vas avoir des haters, quoi. Des mecs qui disent, ah, c'est quoi ce contenu de merde, nanana. Et va te pendre, enfin bref, je vais t'envoyer à l'hôpital, enfin bref. Tu sais pas pourquoi il y a des gens qui vont vouloir ta peau juste parce que tu publies du contenu, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui supportent pas ça. Mais quand je dis quand tu atteins une masse critique,
bah, tu as forcément des gens qui vont te détester. Et vu que la plupart des gens veulent être appréciés, eh ben, c'est aussi ce qui les empêche d'avoir du succès, parce qu'ils se disent ouais, mais si les gens commencent à m'insulter, il faut que j'arrête. C'est que c'est pas le bon truc. Donc voilà, il faut vraiment être conscient de ces deux barrières qui empêchent les gens de continuer, et continuer quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Mais je pense que ça, c'est propre au business en général, plutôt qu'à ce business-là. C'est-à-dire que les gens qui, à la moindre critique, au moindre truc, s'arrêtent, ou dès qu'ils n'ont pas de résultat pendant 2-3 semaines, arrêtent, c'est propre au business en général. Les gens, comme tu dis, ils veulent des résultats tout de suite, et s'il n'y a pas, bah, ils abandonnent. Et ça, c'est dommage, quoi. Enfin, moi, je vois, hein, C'est- tu as vendu de la formation, on vend de la formation. Combien réellement de gens qui achètent les programmes, etc., passent à l'action? C'est que dalle. Et quels sont ceux qui poussent vraiment jusqu'au bout pour réussir? C'est que dalle. Pourquoi? Parce que, bah, comme tu dis, les gens sont flemmards. Dès qu'il y a le moindre problème, le moindre obstacle, ils arrêtent. Et au final, bah, c'est bien pour ça qu'il n'y a que le 1% vraiment qui réussissent et qui arrivent vraiment à décoller. Mais c'est pas que les programmes sont mauvais ou quoi, hein. C'est juste que les gens ont la flemme, tu vois. Genre, avant, je vendais des programmes, donc je closais pour des programmes à 3 800 € pour du e-commerce. Tu as des gens, tu avais 3 coachings par semaine. Il y a des gens qui ont acheté ce programme à 3 800 € qui ne sont jamais venus à un seul coaching. Jamais. Imagine, tu lâches 3 800 balles et tu viens jamais au coaching. Genre t'as rien mis en place, t'as rien essayé et tout. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. C'est ça, c'est la nature humaine. C'est le mec qui achète un vélo d'appartement à 4 000 € en se disant je vais me mettre au sport. Mm. Et il se dit bah, si j'ai mis 4 000, je vais m'y mettre quand même. Et puis non, il s'y met pas, quoi, parce que il a pas un objectif plus loin, quoi. Enfin, c'est un bon à avoir dans sa vie, c'est pas une nécessité, et du coup, ça reste un truc optionnel, quoi. Mais ça donne bonne conscience d'avoir fait un petit pas, à dire bon, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché, donc tant pis. Mais j'ai essayé. Et hop, on se sent bien. C'est ça, c'est toute une histoire d'émotion, en C'est fait. ça. Ouais. Ouais, c'est clair. Ou alors, ouais, j'ai tenu pendant 2 semaines, mais bon, au final, c'est pas trop fait pour moi. J'ai un peu mal au genou quand j'en fais, donc bon, je vais ralentir. Puis au final, tu ralentis pas, t'arrêtes à 100% et tu te donnes la bonne excuse que c'est parce que t'as un peu mal au genou que tu fais pas de vélo d'appartement. Et comme ça, au moins, bah, t'as pas ta conscience qui te dit non, c'est juste parce que bah en fait tu veux pas y aller. Ah non, c'est parce que t'as mal au genou, donc ça va. Ouais, non, c'est clair, les gens se trouvent trop d'excuses tout le temps. C'est ça, quand je disais que le plus difficile, c'est de se manager toi-même, c'est ça, c'est Mm. un combat journalier entre les deux côtés de toi-même. Le côté qui veut ton succès et le côté qui veut ne rien faire. Il faut gagner le combat chaque jour, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, hein. Et Dieu sait que le côté qui veut rien faire ou qui veut sortir, il est présent. Il est C'est présent. clair. Mais c'est sûr faut se faire mal au quotidien pour continuer, pour avancer, pour mettre en place les choses. Et si tu le fais pas, bah, c'est clair, à un moment tu lâches et rien ne se passe en fait, hein. Donc ouais, c'est clair. Et après, tu as des obligations, tu as un patron sur le dos, etc. Et là, du coup, bah, si c'est pas ce dont tu as envie, bah là, du coup, c'est plus j'ai le choix, c'est je suis obligé, quoi. Sinon, je vis plus, j'ai plus d'argent. Et en plus de ça, je C'est suis ça, là, viré, j'ai pas de quand chômage. c'est une question de survie, là, ouais, tout ton être se met au travail, parce que tu sais, ta survie en dépend, donc là, Ouais, c'est facile, entre guillemets, hein, quand t'as pas le choix. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, c'est cool. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu justement de la publicité? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des stratégies publicitaires, comment se lancer quand on est débutant, comment toi tu fais tes publicités, comment tu t'organises avec ça? Parce que ça fait quand même maintenant 7 ans que tu en fais au quotidien. Ouais, est-ce que tu peux nous donner tes secrets, tes tips? Tout à fait. Bah, je dirais qu'il y a un truc qui est... Enfin, il y a une méthode secrète qui est pas si secrète, que tous les bons publicitaires connaissent. C'est que de tester énormément de
de créatif. C'est-à-dire que si tu fais 50, 100 créatifs, enfin une créative c'est vraiment par exemple une image et un texte ou bien une vidéo qui fait office de publicité. Donc si tu en testes 50 ou 100, bah, tu sais que tu vas trouver ce qu'on appelle des winners, c'est-à-dire des publications, des publicités qui font vraiment passer les gens à l'action, qui touchent vraiment un point de douleur. Et le truc, c'est que même quand tu es bon marketeur, il y a des trucs auxquels tu vas pas t'attendre. Il y a un truc qui va marcher, tu dis pourquoi ça marche, je comprends pas. Bon, ça marche, donc tant mieux. Et il y a des trucs que tu pensais que ça allait marcher qui ne fonctionnent pas. Donc même avec des années d'expérience, c'est quelque chose qui va arriver. Il y a cette partie d'aléatoire. Et donc jusqu'à maintenant, voilà, le truc c'était, bah, tu lances 50, 100 créatives, tu mets un peu de budget sur chaque créative, et tu perds, entre guillemets, tu perds du pognon en essayant de tester qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc moi j'ai toujours été dans l'état d'esprit de dire j'ai pas envie de perdre ce pognon à tester plein de trucs, donc soit je regarde ce que les Américains font et ce qu'ils ont déjà testé pour prendre seulement leur winner, soit maintenant aussi ce que je fais, c'est TikTok, c'est vraiment pour moi un laboratoire publicitaire, c'est-à-dire que je peux effectivement sortir des créatives, des vidéos, et voir quelles sont les créatives, les vidéos qui vont sortir du lot organiquement, donc sans que j'ai mis du budget dessus. C'est vraiment des trucs où les gens sont là, waouh, j'aime cette vidéo, je la regarde, je fais du watch time, et du coup TikTok la pousse à 500 000 personnes, 1 million, 2 millions, 3 millions de vues, et du coup j'ai plus qu'à prendre ces vidéos winners sur TikTok et à les utiliser comme pub, et je sais que dans 90% des cas ça va être une pub très très bonne parce qu'elle va me coûter très peu cher. Et les gens vont bien interagir dessus, donc Facebook va me donner des coûts vraiment bas, ça va convertir et tout ça. Donc voilà, TikTok pour moi c'est vraiment une aubaine publicitaire. C'est vraiment un bon truc pour pas perdre d'argent en test. Et c'est ça le secret. En tant que publicitaire, c'est les tests. Et maintenant, de nos jours, il y a de plus en plus de moyens de tester des créatives sans se ruiner, quoi. Voilà. Sans prendre de risques. Ok, cool. Donc en fait, du coup, toi, ce que tu fais, ça a un double avantage, si je me trompe pas, c'est que bah effectivement, donc tu testes tes créatives sur TikTok, celles qui fonctionnent, tu les balances en ads et tu sais qu'à 90% des cas elles vont marcher parce que si elles ont marché en organique, bah il y a de grandes chances qu'elles fonctionnent en publicité, en tout cas beaucoup plus de chances. Mais en plus de ça, bah, les gens qui t'ont vu grâce au TikTok qui a bien marché, bah, potentiellement ils ont aussi acheté ton produit. Donc en fait, c'est un double effet. C'est-à-dire que une première fois quand il est publié, bah, ça va te faire gagner plein d'abonnés, des gens vont rentrer dans ton tunnel et vont acheter. Et en plus, cette vidéo, tu vas la réutiliser pour toucher d'autres mondes et tu sais qu'elle va marcher parce que bah, elle a déjà marché sur 500 000, 1 million de personnes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que entre la publicité et l'organique, c'est pas deux mondes à part. C'est-à-dire que si je fais que de la publicité, on va dire peut-être que un jour, enfin chaque jour j'ai 3 ventes, on va dire si je fais que de la publicité. Si je fais que de l'organique, pareil, peut-être que j'ai 3 ventes par jour. Enfin, je donne des chiffres comme ça au bol. Et si je fais de la pub et de l'organique, je vais pas avoir 6 ventes par jour. Je vais en avoir 9, 10, 11. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de synergie entre les deux qui fait que quand tu fais de la pub et de l'organique, il y a tout qui explose en fait. Parce que j'avais même un mec, un de mes abonnés que j'ai rencontré ici, qui me disait, bah tu sais, j'ai vu ton contenu ou ta pub, et ensuite je voyais encore plus de ton contenu, et ensuite j'ai revu ta pub, et ensuite ton contenu, et ensuite ta pub. Et en fait, Facebook, Instagram, comme ça, recycle les gens et leur fait voir tous tes contenus du moment que tu as de la pub qui tourne, quoi. Donc c'est vraiment l'histoire de faire les deux en même temps. Enfin, j'ai découvert ça récemment, ça, c'est comme une fusée au décollage, quoi. Tu t'ajoutes de l'essence sur le feu qui brûle déjà, quoi. Ouais, donc forcément, bah, quand tu fais de l'organique, tu commences à avoir pas mal d'abonnés, une vraie preuve, etc. T'as aussi ce truc de quand tu lances une ad, les gens aujourd'hui, je pense,
encore plus aujourd'hui, vont regarder, tu vois. Qui c'est, ils comparent, etc. Peut-être beaucoup plus qu'avant. Et ben, du coup, forcément, quand ils t'ont vu en ads et que derrière, ils vont sur un compte TikTok où il y a plein d'abonnés, plein de vidéos qui ont buzzé, etc. Ouais, ils vont passer 5-10 minutes sur ton compte et c'est bon en fait, tu vois. Ils vont devenir clients alors que peut-être que uniquement avec la publicité, ouais, ils ne seraient pas devenus clients. Peut-être qu'avec uniquement l'organique, ils ne seraient jamais tombés sur le contenu ou ils seraient tombés sur la mauvaise vidéo, ça les aurait pas accrochés et se seraient barrés. Et, et du coup, ben ouais, comme tu dis, ça fait vraiment une synergie. Et je pense que tu arrives aussi du coup, à énormément améliorer ta rentabilité quand tu fais ça. Parce que forcément, bah, tu traques un peu d'où les ventes viennent. Est-ce que le gars il t'a vu d'abord sur la publicité, même s'il n'a pas ensuite acheté sur la publicité, tu le sais. Et je pense que ça doit aussi grandement améliorer la renta du coup, de tes ads. Si du coup tu as derrière des ventes qui se font grâce aussi au fait qu'ils t'aient vu en organique et pas uniquement la pub. Ouais, tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a effectivement le facteur confiance. Quand les gens voient qu'il y a des comptes établis et qu'il y a des vidéos récentes et tout, et les abonnés. Ouais. Je n'ai pas forcément pensé à ça, mais effectivement, ouais, par rapport à si tu tombes sur le compte de quelqu'un qui débute, il n'y a que 12 abonnés et tout, c'est vrai que ça inspire probablement moins confiance, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que les gens aujourd'hui, ils sont obnubilés par les métriques. Tu vois, un gars qui fait des Mhm. vues, un gars qui a beaucoup d'abonnés, c'est forcément quelqu'un de bien. Pas forcément en réalité. Mais je pense que forcément, dans l'esprit des gens, et même nous, inconsciemment, je pense qu'on agit tous un peu comme ça. Ah ok, bah quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, qui fait beaucoup de vues, qui a des TikTok à 1, 2, 3 millions de vues. Ah ouais, c'est ok, c'est quelqu'un qui pèse et qui fait des trucs bien. Et ah ouais, ok, bah en plus, je suis pas le seul à penser ça, puisque bah, la preuve, ce mec, il a 200 000 abonnés, tu vois. Donc ouais, je pense que les métriques aujourd'hui jouent un énorme rôle et je pense que ça va l'être encore plus enfin, là pour les générations qui viennent parce que ben, les gens ils grandissent avec ça, tu vois. Genre un truc tout con, mais les gens, je sais pas, il y a 10 ans, tu prends Squeezie, etc., quand ils se sont lancés, ils se sont pas lancés pour les métriques, pour l'argent, etc., parce que bah, il y a 10 ans, ça rapportait rien, quoi, même peut-être plus que 10 ans pour certains. Et tu vois, j'entendais pas mal de parents youtubeurs qui disaient ben, tu vas dans une classe d'enfants, tu demandes, je sais pas, il y a des gens qui ont 10, 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. La plupart, c'est streamers, youtubeurs, influenceurs, etc. Les gens sont obnubilés en fait par ce truc de chiffres, de métriques, etc. Et donc, ben, forcément, Mhm. le consommateur, et encore plus, je pense, dans les prochaines années, va être obnubilé par ça. Et donc la social proof de ouais, j'ai tant d'abonnés, je fais tant de vues, etc. Ben, ça va jouer, je pense que ça va jouer encore plus que ça joue déjà maintenant. Je sais pas Ouais, je sais pas ce que tu en penses, c'est mais. très intéressant. Ça. C'est vrai que j'ai un copain qui a démarré les vidéos YouTube en 2012-2013, sauf erreur. Et ouais, pendant à peu près 10 ans, il a fait une vidéo par jour, quoi. Et en fait, c'est ça son business. Enfin, il a rien besoin d'autre dans son business. Hmm. C'est-à-dire qu'il a eu tellement de discipline et de régularité dans son truc. Et il a démarré au bon moment, quand YouTube était facile, qu'il a. C'est comme un bien immobilier qui lui rapporte de Hmm. l'argent au final, quoi. Qu'il a développé au fil des années. Et je pense pour démarrer un business, c'est important de penser à ça. Par exemple, personnellement, je trouve que démarrer sur YouTube maintenant, c'est pas une aussi bonne idée que de démarrer sur TikTok maintenant, par exemple. Je pense que TikTok, c'est. Il faut toujours penser quelle est la prochaine vague, enfin, quel est le prochain truc qui va boomer. Enfin, TikTok, c'est déjà en train de boomer, mais vraiment toujours se poser la question dans quoi je vais investir mon temps. Est-ce que dans 5 ans, c'est un truc qui sera la référence ou est-ce que c'est un truc qui sera plutôt oublié. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, c'est pour ça que moi, justement, bah, je lance ces podcasts un peu plus longs, du coup. Euh, Ça me permet aussi, bah, tu vois, de prendre les extraits, de les recycler, de les mettre sur TikTok. Mais je pense que TikTok, c'est aussi beaucoup, c'est très bien,
Ça te permet de générer du lead, d'avoir des bonnes créas, euh, de générer des ventes aussi. Mais donc sur le long terme, je pense que les gens aussi, ils aiment bien avoir des contenus peut-être un peu plus longs, authentiques, où ils te voient un peu plus parler, qui t'es vraiment, etc. Donc c'est pour ça que bah, moi, en fait, plutôt que de créer uniquement des TikTok, bah, je fais un contenu beaucoup plus long, comme ça. Et puis après, bah, j'ai des TikTok aussi que je peux balancer. Donc les gens voient 30 secondes, 25 secondes de l'interview. Et après, ont envie de venir, la Mhm. voir en entier, la regarder en entier. Et là, ils sont. Bah, quelqu'un qui a passé une heure et demie sur ton interview, sur ton podcast, bah forcément, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus engagé, potentiellement qui a appris du coup à te faire confiance dans le podcast parce qu'il se reconnaît dans mes valeurs ou quoi que ce soit. Et donc, forcément, bah, derrière, bah, la personne est beaucoup plus apte peut-être à acheter ce que tu proposes et à aller de l'avant en fait avec toi que bah, en 30 secondes sur TikTok. Mhm. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est qu'une question de synergie. C'est que tu peux très bien faire des ventes uniquement avec TikTok, uniquement avec YouTube, uniquement avec la publicité. Mais ben, quand tu as tout en même temps et que tout est bien huilé et ficelé, bah, c'est là où vraiment ça décolle et que la synergie prend tout son sens, quoi. Ouais, c'est top. Enfin, je vois beaucoup d'extraits effectivement, de podcasts YouTube comme ça sur Mm. TikTok. C'est vrai que ça me donne envie de voir le complet. Et l'autre jour, j'ai trouvé un outil d'intelligence artificielle qui te coupe automatiquement des extraits dans une vidéo YouTube, qui t'en fait des TikTok. Et franchement, incroyable le truc. Enfin, ça te trouve Ok. vraiment les différents sujets. Euh, je pense que ça fait la transcription pour trouver quels sont les sujets intéressants. Et puis ça te fait des shorts. Bon, je l'ai vu fonctionner en anglais, mais je pense que en français ça va pas tarder. Et c'est vraiment stylé, stylé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, mais de toute façon, il y a plein d'outils qui vont sortir et qui vont encore plus faire gagner du temps, etc. Enfin, même là, quand on voit tous les outils, genre, je crois que ça s'appelle Recut, pour quand tu fais une vidéo, couper tous les blancs, etc. Enfin, avant, tu étais là, tu étais obligé d'aller sur le logiciel de montage, tac, alors, ouais, j'ai fini la phrase à tel moment, ok, je Yes. cut. Ouais, maintenant, tu as tout qui se fait automatiquement. Et ouais, c'est clair, de toute façon, on va aller de plus en plus. Enfin, il y a plein de métiers qui vont être supprimés, plein d'autres qui vont être créés aussi. Et de toute façon, je pense qu'il va falloir être à la page de tout ça. euh, Parce que bah, sinon, il y en a qui vont se rendre compte que c'est compliqué, hein. Si tu prends pas le virage, de toute façon, c'est pareil dans toutes les évolutions, etc. Euh, Si tu prends pas le virage, tu te perds en fait, tu vois. C'est vraiment. Tu vois, je vois quand entre deux grands-parents, tu vois, tu prends deux grands-pères de 75 ans. Je prends cet exemple-là parce que hier, il y a une personne de 75 ans qui a rejoint le programme de formation pour lequel je close. 75 piges, hein, quand même. Mhm. Mais le mec, il était Ouais. hyper à l'aise avec l'ordi. Enfin, tu vois, c'était ok pour lui, tu vois. Genre vraiment, c'était normal en fait, tu vois. C'était comme, je sais pas, comme moi, je sais pas, j'étais pas à côté de lui, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tac, je lui disais de faire un truc, il le faisait rapidement, machin. Enfin, c'était fluide, tu vois. Des fois, tu parles ne serait-ce qu'avec quelqu'un qui a 50 ans, tu vois. C'est c'est chaud, hein. Tu vois, des fois, t'en as qui ont juste 50 ans, hein, tu te dis, putain, mais t'as Mhm. l'impression qu'ils ont jamais touché un ordinateur de leur vie, tu vois. Et je reprends mon grand-père, PSG, il a 80 ans, je crois. Bah, c'est pareil, bon, le PC, ça va, tu vois, mais c'est pas non plus comme le gars d'hier. Et je pense que, bah ouais, c'est ça, si tu prends pas les virages, en fait, ça va tellement vite, comme on disait tout à l'heure, que t'es trop vite paumé, en fait. T'es trop vite paumé. Mhm. Mais je pense faut avoir l'envie. Enfin, moi, ça me donne de l'énergie, ça m'excite de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et tout, et qu'est-ce que je peux découvrir. C'est clair. Et je pense que la plupart des gens, ils sont juste là, bon, bah, ça m'intéresse pas trop, du coup, Mm. je vais pas dessus, mais je pense que notre esprit d'entrepreneur fait que, enfin, notre personnalité fait qu'on aime bien découvrir ces choses-là, quoi. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, hein. Tout le temps en train d'un peu de fouiner, découvrir des nouveaux trucs, etc. Mais ouais, ouais, non, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut aussi vachement rester à l'essentiel, tu vois, ne pas se perdre non plus. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup trop de gens qui, genre, en fait, c'est bien quand tu as déjà ton business qui tourne, chercher des petits trucs, des petites améliorations, etc. Mais c'est pas l'essentiel, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être commencent ou n'ont pas encore commencé leur activité.
c'est pas l'essentiel à la base. C'est-à-dire que les petits trucs, les petits machins, etc., au début, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est juste faire les choses longtemps, persévérer. Et une fois que ça fonctionne, une fois qu'il y a les premiers résultats, un proof of concept un peu, quoi, voilà, que tu as la preuve que ton concept fonctionne, que ce que tu fais, ça fonctionne. Là, à ce moment-là, effectivement, tu peux passer du temps sur chercher des petits trucs, des petites améliorations, etc. En tout cas, je pense qu'au début, ça n'a aucun intérêt de passer son temps à trouver le dernier petit truc à la mode, le dernier petit machin, etc. Parce qu'au final, en fait, Tout à sinon fait. tu fais jamais rien et t'as jamais de résultat en fait. C'est sûr. Ouais, l'essentiel, c'est de faire une chose, le faire bien et avec régularité, et puis de dire non à tout le reste. Surtout C'est ça. de dire non. Moi, quand j'ai le plus de succès, c'est quand je commençais à dire non à tout le monde. Les gens me disaient, oh, regarde cette formation, regarde cette vidéo, regarde ce truc. Je dis non, 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 non. Et juste, j'exécute sur un seul plan, quoi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, Tom. C'était super. On a pu parler de plein de trucs. J'espère que les gens qui nous ont écoutés et regardés ont pu apprendre aussi pas mal de choses sur tout ça et avec ton expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou pas que tu vois quelque chose d'important ou pas spécialement? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Pas de souci. Ah, écoute, merci à toi pour la discussion. Effectivement, j'espère qu'on a éveillé des intuitions, des idées, des trucs qui énergisent les gens qui nous regardent, effectivement, et qui leur donnent envie voilà, de faire que des trucs arrivent dans leur vie, dans leur business, de faire de l'argent, d'automatiser des trucs. Voilà. J'espère Yes. que ça aide les gens. Yes, carrément, carrément, carrément. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Si jamais, je sais pas, tu me diras après en off s'il y a un lien ou quoi que tu veux que je mette en description, les gens peuvent te retrouver. En tout cas, moi, si jamais il y a un lien de Tom ou quoi. Et sinon, bah, moi, il y a toujours mon canal Telegram où bah, tous les jours, je documente en fait mon parcours d'entrepreneur, combien je gagne, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Et encore, ben, un grand merci à toi, Tom, pour ton temps. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, bah, je te dis à bientôt.